Et bienvenue chers élèves de terminale maths complémentaires. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à notre chapitre 3 sur les lois discrètes. C'est un chapitre sur lequel on avait différentes thématiques de P. Donc ce que je vous propose dans ces vidéos qui vont vous accompagner, c'est de faire des rappels de cours sur les trois parties et de faire des exercices évidemment pour s'entraîner. Je rappelle donc les trois thèmes d'EP qu'on a vus qui sont liés à ce chapitre. Il y a en premier lieu l'inférence bayésienne, donc ça va être dans cette première vidéo ce sur quoi on va se concentrer, donc la formule de Bayes, la formule des probas totales, le conditionnement, l'indépendance, etc. Donc des exercices assez classiques que qui normalement sont basés sur des notions que vous avez déjà vues en réalité. Donc c'est plutôt de l'ordre du rappel. Ensuite, le deuxième thème sur la répétition d'expériences indépendantes, ça va faire intervenir les schémas de Bernoulli. Donc pareil, il y aura une vidéo dédiée à ça puisque c'est un thème à part entière. On reparlera de lois binomiales, de coefficients binomiaux, d'expériences aléatoires que l'on répète de façon identique et indépendante avec à chaque fois deux issues, succès et échec. Donc ça évidemment, ça fait une phrase très longue, mais il faut résumer schéma Bernoulli. Et troisième thématique, ça ce sera l'objet de la dernière vidéo, sur la loi géométrique. Ça, il faut faire le lien avec la notion de temps d'attente, c'est-à-dire combien de temps je dois attendre avant le premier succès quand je répète une même expérience aléatoire à chaque fois de façon indépendante. Et par exemple, la probabilité P de X plus grand strictement que K, là que j'écris juste ici, on peut l'interpréter de la façon suivante. C'est la probabilité de devoir attendre au moins K expériences aléatoires avant d'obtenir le premier succès. Ça va être très important à chaque fois de faire un lien entre les notations qu'on utilise et leur interprétation. En tout cas, on est parti pour la première partie, à savoir l'inférence bayésienne. Alors, comment ça va se dérouler? Eh bien, on va déjà faire des rappels de cours, on va survoler le cours qu'on a vu sur cette première partie-là. On va se faire quelques petits exercices de mise en jambe pour partir du bon pied, ensuite évaluer nos connaissances, et je vous mettrai quand même à disposition une petite fiche un peu carte mentale qui nous permet de revoir son cours en insistant bien sur les formules à apprendre par cœur et les choses qu'il faut retenir tout simplement. Par exemple, il y a des formules que vous allez difficilement retrouver si vous ne les avez pas juste apprises par cœur. Donc là, on part avec une épine dans le pied. Donc voilà un petit peu, et ensuite on fera 3 exercices. Donc je vous mettrai les timecodes pour aller directement aux exercices si ça vous intéresse. 3 exercices qui sont similaires à un exercice potentiel que vous aurez par exemple à une prochaine interrogation. Donc commençons par survoler le cours pour se rappeler un petit peu les notions importantes. Tout d'abord la notion de probabilité conditionnelle d'un événement sachant un autre. Donc ce qu'on note P de A sachant B, ça c'est une formule à retenir par cœur, elle est fluotée, elle est encadrée. P de A sachant B, c'est P de A inter B sur P de B. Ça je dois le retenir, ça va être très important, notamment pour la formule de Bayes. La formule de Bayes, vous voyez que je ne l'ai pas surlignée, parce qu'en réalité si on a appris par cœur cette formule-là, eh bien on va pouvoir retrouver cette formule de la formule de Bayes. Effectivement, on a juste à se souvenir que la probabilité de l'intersection de deux événements, c'est la probabilité d'un premier événement, donc A, multipliée par la probabilité de l'autre événement, sachant le premier événement qu'on a choisi. Et donc si je me souviens de cette formule et de cette formule qui est surlignée, je peux retrouver la formule dite de Bayes. Cette formule-là, pour essayer de comprendre un petit peu, elle fait le lien entre cause et conséquence, et quand on inverse les deux. J'explique, si par exemple on prend comme cause travailler et comme conséquence avoir de bons résultats, on peut tout à fait calculer la probabilité d'obtenir de bons résultats, donc on pourrait appeler ça l'événement B, bon résultat, la probabilité de B, sachant l'événement T, j'ai travaillé. Donc ça, c'est si on va de façon assez linéaire dans le temps. D'abord je travaille, ensuite j'ai les résultats. Donc on peut se demander quelle est la probabilité que j'ai des bons résultats si je travaille. Mais avec la formule de Bayes, on va pouvoir inverser les deux et se demander quelle est la probabilité, sachant que j'ai obtenu des bons résultats, que j'ai travaillé au préalable. On est en train de chercher la probabilité de la cause, sachant la conséquence. Et donc ça, c'est un petit peu ce qu'on fait à chaque fois. Par exemple, si on prend un autre exemple, si la cause c'est dormir et la conséquence c'est être en forme, je peux calculer la probabilité d'être en forme, on va l'appeler F l'événement, sachant que j'ai bien dormi. Et je peux aussi, à l'aide de la formule de Bayes, calculer la probabilité que j'ai bien dormi, sachant que je suis en forme.
Et dernier exemple, vous connaissez la phrase « fumer tue ». On peut considérer que la cause serait fumer et la conséquence serait mourir. On peut être intéressé de calculer la probabilité de mourir sachant que l'on fume. Et à l'aide de la formule de Bayes, on pourrait calculer la probabilité qu'on ait fumé dans notre vie sachant qu'on est mort. Donc ça va être l'intérêt de cette formule. Autre notion importante, fluotée ici, c'est la notion d'indépendance d'événements. Si je prends deux événements A et B, qui sont de probabilité non nulle, eh bien, je peux dire qu'ils sont indépendants si la probabilité de l'intersection des deux événements, à savoir P de A inter B, elle est égale au produit des deux événements. Ça, c'est pas toujours le cas, hein. Vous le savez, on l'a vu juste avant, que la probabilité de A inter B, c'est P de A multiplié par P de B sachant A. Ou bien je peux dire que c'est aussi la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B. Ces deux choses sont égales à P de A inter B. Ce qu'on remarque, c'est que si les deux événements sont indépendants, eh bien en réalité, le fait de savoir que l'événement A s'est produit pour l'événement B, ça n'a aucun impact plutôt. C'est pour ça qu'on parle d'indépendance. Donc pareil, la probabilité de A sachant B, si A et B sont indépendants, eh bien en réalité c'est la même chose que P de B multiplié ici par P de A. Et ici, P de A multiplié par P de B. Donc vous voyez cette notion d'indépendance, elle peut se traduire de différentes manières. Les événements A et B sont indépendants, ça nous permet de voir le petit symbole d'indépendance. C'est équivalent à dire que P de A inter B, c'est égal à P de A fois P de B, et c'est équivalent à dire que P de B sachant A, c'est tout simplement P de B, parce que le fait de savoir A, ça n'a aucun impact. Et c'est équivalent à dire que P de A sachant B, c'est égal à P de A, parce que le fait de savoir B, ça n'a encore aucun impact. Et dernière chose importante, théorème des probabilités totales, qu'on appelle aussi formule des probabilités totales, eh bien ça, pareil, c'est fluoté, il faut le retenir, mais il faut surtout le comprendre. En réalité, vous savez que en probabilité, on va parler d'univers, l'univers oméga. Souvent, on le modélise par une espèce de patate comme ça. On peut considérer que cet univers oméga, il est partitionné par différents événements. Par exemple ici, A1, A2, A3, A4, on remarque que ce sont 4 événements qui sont différents. Ils forment une partition de oméga puisque l'union de tous ces événements-là, c'est égal à oméga. Ça donne bien mon univers tout entier. Et chaque événement 2 à 2 sont disjoints. Ça veut dire que leur intersection est l'ensemble vide. Autrement dit, l'événement impossible. Ça veut dire que la probabilité de AI inter AJ, où I et J sont des entiers différents l'un de l'autre, eh bien ça vaut tout simplement 0. D'accord? Ça, c'est la définition de deux événements disjoints. Elle n'est pas forcément dans le cours, elle n'est pas fluotée, donc ça vaut le coup de l'entendre au moins une fois. Eh bien, si on a une partition de notre univers oméga et qu'on prend un autre événement qui n'a rien à voir, par exemple B, ici, que j'ai fluoté, qui prend cet espace dans la patate, eh bien on peut dire que la probabilité de l'événement B, c'est tout simplement la probabilité de l'événement B inter A1, donc cette partie-là, plus la probabilité de l'événement B inter A2, cette partie-là, plus la probabilité de l'événement B inter A3, cette partie-là, plus la probabilité de B inter A4, et là on remarque que B inter A4, en réalité c'est vide, donc ça fera déjà 0. Mais vous remarquez, en réalité c'est juste, je vais subdiviser un événement en plein d'événements qui en créent une partition. Dernier exemple inspiré du film Matrix, imaginez que vous ayez à faire le choix entre deux pilules, une bleue, une rouge, et qu'on se pose la question, quelle est la probabilité que vous soyez satisfaite de votre choix? Eh bien, si on appelle S l'événement être satisfait, on peut se dire que P de S, c'est tout simplement la probabilité d'être satisfait de son choix et d'avoir pris la pilule bleue, plus la probabilité d'être satisfait de son choix et d'avoir pris la pilule rouge. Autrement dit, on a distinguer les deux mondes, les deux univers parallèles qui s'offrent à nous, pour que les calculs soient plus simples. Et effectivement, si on vous dit par exemple qu'on choisit la pilule bleue une chance sur 2, et on choisit la pilule rouge avec, pareil, une chance sur 2. Autrement dit, on pourrait se dire qu'on choisit de façon aléatoire, au hasard, avec autant de chances de prendre la bleue que la rouge. Et si on vous dit ensuite que la probabilité d'être satisfait, sachant que vous avez pris la bleue, c'est de 80%, et la probabilité d'être satisfait, sachant que vous avez pris la rouge, c'est un peu moins, disons 40%, vous pouvez calculer P de S à l'aide de cette formule des probabilités totales.
Pourquoi? Parce que maintenant, P de S inter B, ça devient P de B, donc 1 demi, multiplié par P de S sachant B. Donc ça, on l'a vu en haut, c'est 80%, 0,8. Plus P de S inter R, c'est P de R 1 demi, multiplié par P de S sachant R, à savoir 40%, 0,4. Donc voilà un type d'énoncé qu'on pourrait imaginer qui nous permet d'utiliser la formule des probabilités totales pour trouver la proba d'un événement. Voilà donc à gauche, de façon très dézoomée, la première partie qui est liée au thème inférence bayésienne, qu'on vient de terminer de revoir. J'en profite pour passer un tout petit peu de temps sur la fiche que je vais vous partager, qui fait un petit peu office de carte mémo, enfin carte mentale, etc. sur cette première partie. On a revu donc la notion de probabilité conditionnelle. Je vous ai fluoté les formules qu'il faut retenir. J'en profite pour parler de la notion d'événement contraire. On n'en a pas parlé, mais ça, c'est quand vous mettez la petite barre en haut d'un événement. Ça veut juste dire l'événement contraire de B. Et il faut retenir cette formule, que la probabilité d'un événement contraire, c'est tout simplement 1 moins la probabilité de l'événement. Ça, normalement, vous le savez plutôt bien. Autre chose, les événements indépendants, ça, on a vu. Ça, on a plutôt vu. Un petit mot sur les arbres de proba. C'est assez pratique pour visualiser où sont les probas conditionnels et où sont les probas totales. Ici, par exemple, si je fais un premier arbre avec 3 possibilités A, B ou C, sachant que A, B, C forment une partition de l'univers oméga, et bien ensuite, si je m'intéresse à un événement E, je peux tout à fait faire apparaître les probas conditionnels sur cette deuxième branche, ces deuxièmes branches plutôt. Et à l'issue de ces deux branches, par exemple, si je fais cette première branche puis cette branche-là, j'arrive ici à savoir à la probabilité de l'intersection des deux événements A et E. Et ça, on a vu qu'on pouvait le calculer, et ça nous donne P de A multiplié par P de E sachant A. Et bien maintenant, pour la formule des probas totales, pour visualiser un petit peu, si vous voulez calculer la proba de E, eh bien vous avez juste à additionner toutes les probabilités d'intersection qui font apparaître E. Là, par exemple, il y en a 3, P de A inter E, P de B inter E et P de C inter E. J'additionne ces 3 probabilités pour trouver la probabilité de P de E. Enfin, plutôt la probabilité de E. Pareil pour E bar. Ok, et en dessous, on a la formule de Bayes et la probabilité des causes. Donc, vous avez vu cette formule, hein, c'est la formule de Bayes. Je vous ai dit, pour la retrouver, vous pouvez utiliser les formules 1 et 2 qui sont notées ici, à savoir la formule de la proba conditionnelle et la formule de l'intersection de deux événements, la proba de l'intersection de deux événements. Voilà pour cette petite fiche, je vous la partagerai. Maintenant, on va s'intéresser aux exercices d'application. Allez, partons d'un bon pied. Donc déjà, vrai ou faux, on prend A et B, deux événements d'un univers oméga, on a un arbre pondéré ci-contre, et pour chacune des affirmations, on doit dire si elle est vraie ou fausse en justifiant la réponse. Donc nous, on va justifier, on va argumenter, et surtout, on va commencer par savoir si c'est vrai ou faux. Affirmation 1, on te dit P de A bar égale 0,4. Si on regarde notre arbre, on voit que P de A vaut 0,6. Eh bien, vous devez savoir que de façon verticale, on additionne les probabilités pour obtenir 1 sur notre arbre. Donc ici, si j'ai 0,6, pour A bar, j'ai effectivement 0,4. Donc cette affirmation-là, elle est vraie. Et pour le trouver ou pour le justifier, si on n'avait pas d'arbre, on pourrait dire que P de A bar, c'est 1 moins P de A, étant donné que A bar, c'est l'événement contraire de A. Et donc maintenant, si je fais 1 moins 0,6, je retombe bien sur 0,4, pas de panique, et donc l'affirmation, je peux conclure qu'elle est vraie. Affirmation 2, P de B sachant A bar égale 0,96. Où est-ce que je le trouve sur mon arbre? P de B sachant A bar, donc ça veut dire que je suis dans B, et je sais A bar, donc je suis plutôt dans ce chemin-là. Donc, à votre avis, est-ce que c'est cette proba ou cette proba-là? Eh bien, souvenez-vous, ici, dans cette colonne-là, ce seront les probas d'intersection, et ici, ce seront les probas conditionnels. Donc, ça va être ici qu'on va trouver notre proba, et pour la trouver, on doit faire pareil, 1 moins 0,75 pour trouver le nombre ici. Ça va nous donner la proba de B sachant A bar, et sans même le calculer, hein, on se doute bien que ce sera différent de 0,96, donc c'est faux. 1 moins 0,75, ça va nous donner 0,25, c'est différent de 0,96, donc l'affirmation est fausse. En réalité, 0,96, c'était P de B bar sachant A, ce qui n'a rien à voir avec P de B sachant A bar.
Affirmation 3, P de A bar inter B égale 0,25. Eh bien, pour la trouver, cette proba, on va s'intéresser à ce nombre ici, qui est trouvable en multipliant la proba 0,4 par la proba 0,25. Donc si on fait le calcul 0,4 fois 0,25, ça va bien nous donner P de A bar inter B, puisque c'est ce chemin-là qu'on a emprunté. Le calcul donne 0,1 pour la proba de A bar inter B, donc l'affirmation est fausse. Ensuite, on vous dit P de B égale 0,29. Et bien là, on va utiliser la formule des probas totales. P de B, je remarque que j'ai B ici. Donc, je vais utiliser la formule des probas totales en disant que c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Alors, ça tombe bien, P de A bar inter B, on l'a calculé à la question d'avant. Reste plus qu'à calculer P de A inter B. Voilà le calcul, ça fera 0,6 fois 0,04 plus 0,1 qui nous donne 0,124. Donc, l'affirmation est fausse. Affirmation 5, on vous dit P de A sachant B égale 6 sur 31. Et alors là, vous êtes embêté parce que sur l'arbre, impossible de repérer P de A sachant B. Eh bien, pas de panique, on remarque qu'on a interverti cause et conséquence, on va utiliser notre formule de Bayes. P de A sachant B, si j'ai pas la formule par cœur, je dis que c'est P de A inter B sur P de B, ça c'est juste la définition de la proba conditionnelle. Et ensuite, si je remplace P de A inter B par P de A multiplié par P de B sachant A, j'obtiens au final ma formule de Bayes. Et donc maintenant, eh bien, j'ai plus qu'à remplacer P de A par sa valeur, P de B sachant A par sa valeur et P de B par sa valeur pour calculer. Alors ça, si vous le calculez sur la calculatrice, vous allez obtenir une valeur décimale arrondie, enfin un arrondi en tout cas, et vous n'allez pas pouvoir justifier si c'est égal ou non à 6 sur 31. Alors, il faut que vous sachiez faire cette petite manip. C'est vraiment rien de compliqué, mais si on ne le sait pas, on ne pourra pas le faire. Il suffit juste d'appuyer sur la flèche du haut pour aller sur le résultat, et ça vous donne la valeur exacte, donc en fraction, du nombre qui a été affiché par la calculatrice. Donc là, on voit bien que c'est égal, en réalité, à 6 sur 31, et le nombre à droite, c'est bien un arrondi, une valeur approchée de notre calcul. Donc l'affirmation, on peut dire qu'elle est vraie. J'en profite pour faire remarquer qu'en réalité, avant même d'utiliser la formule de Bayes, on aurait pu s'arrêter ici, puisque P de A inter B, nous l'avons calculé avant, ou en tout cas, on peut le calculer avec notre arbre, et P de B, on l'a calculé à l'affirmation juste avant, pour savoir si elle était vraie ou fausse. Donc évidemment, dès que vous avez toutes les données nécessaires, allez directement au calcul. Allez, maintenant QCM, on va apprendre à interpréter un énoncé. Dans un lycée, on sait que 55% des élèves sont des filles. On sait également que 35% des filles déjeunent à la cantine et que 31,5% des élèves sont des garçons ne déjeunant pas à la cantine. On choisit au hasard un élève du lycée et on considère plusieurs événements. L'événement F, l'élève est une fille. D, l'élève déjeune à la cantine. Précisez dans chaque cas là où les bonnes réponses. Alors première question, on vous demande P de F, il faut savoir interpréter P de F, c'est la probabilité que l'élève tiré au hasard soit une fille. Comme on sait que 55% des élèves sont des filles, eh bien on peut répondre que la réponse c'est 0,55, qui est aussi égal à 55 sur 100. N'oubliez jamais qu'un pourcentage, quand on dit 55%, c'est la même chose que 55 sur 100. Donc en réalité, ces deux nombres sont égaux. Cette réponse était donc aussi valide. On va la fluoter ici. Par contre, 55, c'est pas du tout la bonne réponse. On n'a pas forcément 100 élèves. Et puis surtout, on vous demande la probabilité que l'élève tiré soit une fille. Et je rappelle qu'une probabilité, c'est toujours entre 0 et 1. Puisque c'est un pourcentage, donc c'est entre 0%, c'est jamais possible, ou 100%, c'est toujours possible. C'est un événement certain. Alors ensuite on vous dit 0,35 est la valeur de la probabilité de, et avant de lire les réponses, on va essayer de voir dans l'énoncé où est-ce qu'on voit 0,35. Nulle part me direz-vous, mais on voit 35%, donc on va le fluoter de la même couleur pour voir à quoi ça correspond. Ce sont les filles qui déjeunent à la cantine, d'accord, donc on sait que 35% des filles déjeunent à la cantine. Ça veut dire que si on s'intéresse qu'aux filles, eh bien on sait que 35% d'entre elles déjeunent à la cantine. Comment je peux interpréter ça d'un point de vue probabiliste? Eh bien c'est la probabilité de D, sachant que F est réalisé. Autrement dit, sachant qu'on considère une fille, l'élève tiré est une fille, quelle est la probabilité qu'elle déjeune à la cantine? Eh bien comme 35% des filles déjeunent à la cantine, eh bien c'est bien 0,35 la probabilité de D, sachant F.
Ensuite, même travail, 0,315, je vais le chercher dans mon énoncé, je le fluote, 31,5%, c'est bien égal à 0,315, et on me dit, ce sont des élèves qui sont des garçons ne déjeunant pas à la cantine. Donc là, attention, il n'y a pas de condition. C'est pas je sais que c'est un garçon et il déjeune pas à la cantine, ou je sais qu'il déjeune pas à la cantine et c'est un garçon. C'est juste les garçons qui ne déjeunent pas à la cantine. Donc 0,315, c'est la probabilité de F bar, donc garçon, inter et D bar, je ne déjeune pas à la cantine. Ok. Et la probabilité de l'événement D, alors ça, si on essaie de la chercher dans l'énoncé, elle n'est pas trouvable. Par contre, elle est calculable. Je sais que la probabilité de l'événement D, d'après la formule des probabilités totales, c'est P de F inter D plus P de F bar inter D. Pourquoi? Puisque F et F bar constituent une partition de l'univers. Dans cet établissement, dans ce lycée, on a les filles et les garçons, et donc probabilité qu'un élève déjeune à la cantine, c'est probabilité que ce soit une fille qui déjeune à la cantine, plus probabilité que ce soit un garçon qui déjeune à la cantine. Et l'avantage, c'est que ça, ces deux probabilités, on peut les calculer. Donc on peut déjà fluoter la réponse C qui est exactement la formule qu'on a trouvée. Par contre, on peut encore se poser la question pour le petit a. Est-ce que c'est 0,35 plus 0,315? Alors 0,35, on sait que c'est la probabilité de D sachant que F est réalisé. Nous, on va additionner des probabilités d'intersection et non pas des probabilités conditionnelles. Donc en l'occurrence ici, la seule réponse qui était correcte, c'est la C. Et cette fois-ci, un petit exercice pour parler des événements indépendants. On a un maroquinier qui achète des sacoches en cuir à un grossiste. Les sacoches, elles peuvent présenter deux types de défauts indépendants, l'un de l'autre. Ah, donc déjà, on sait que les défauts sont indépendants l'un de l'autre. Donc ça, on se doute bien que l'exercice est bien choisi. On a 2% des sacoches qui présentent un défaut de coloration du cuir et 10% un défaut de couture. On choisit au hasard une sacoche dans le stock du maroquinier. On considère les événements A, la sacoche présente un défaut de coloration, et B, la sacoche présente un défaut de couture. Calculer la probabilité qu'une sacoche prise au hasard. Et là, on a 4 probabilités à trouver. Alors, déjà, dans un énoncé de probabilité, très souvent, il y a beaucoup d'informations. Vous avez lu, j'ai lu pendant très longtemps l'énoncé. On peut avoir tendance à se perdre et à surtout ne pas savoir retrouver les infos importantes pour chaque question. Mettez des couleurs, mettez du fluo, essayez de faire en sorte que les informations soient plus facilement trouvables. Ça va vous faire gagner du temps aussi pour les interros. Là par exemple, j'ai fluoté indépendant pour déjà me rappeler que les deux types de défauts sont indépendants. Et ensuite, j'ai fait une couleur pour le défaut de coloration et une couleur pour le défaut de couture. Donc 2% des sacoches présentent un défaut de coloration du cuir, ça va être lié à l'événement A, et 10% présentent un défaut de couture, c'est lié en bleu ciel ici, à l'événement B, la sacoche présente un défaut de couture. Vous voyez, l'avantage de mettre des couleurs, c'est qu'au final, on trie les informations ensemble, sans forcément avoir besoin de savoir si c'est coloration, cuir, etc. Ça dépend de l'énoncé et du contexte. Maintenant, il reste à traduire les probabilités qu'on cherche. Une sacoche prise au hasard présente les deux défauts, ça veut dire que c'est l'événement A inter B. J'ai les deux défauts en moi. Ne présente aucun défaut, eh bien ça veut dire que j'ai nié le défaut A, donc j'ai A bar, et j'ai nié le défaut B, donc B bar. Ça correspond à A bar inter B bar. Maintenant, présente au moins l'un des deux défauts. Alors, comment on pourrait traduire ça? Autrement dit, quels sont les événements qui peuvent apparaître qui réalisent l'événement j'ai au moins un des deux défauts? Eh bien, il y a avoir les deux défauts, donc A inter B. Mais il y a aussi un autre événement où j'ai juste A mais pas B. Là, j'ai bien au moins un des deux défauts puisque j'ai A. Et j'ai aussi A bar inter B. J'ai bien au moins un des deux défauts puisque j'ai B. Donc là, j'ai trois événements possibles. Ils sont tous les trois indépendants, donc je pourrais additionner leurs probabilités pour trouver la probabilité de présenter au moins l'un des deux défauts. Mes petits conseils, quand vous avez des questions du type au moins quelque chose, essayez de penser événement contraire. Quel est le contraire de présenter au moins un des deux défauts? Eh bien, c'est tout simplement ne présenter aucun défaut. Donc l'événement contraire, c'est A bar inter B bar. Eh bien, l'avantage, c'est qu'on l'aura calculé à la question d'avant. Donc si on l'a calculé à la question d'avant, on sait que la probabilité de présenter au moins l'un des deux défauts, qu'on peut appeler l'événement C, présenter au moins l'un des deux défauts, ce sera 1 moins son événement contraire. Et donc, en l'occurrence, 1 moins P de A bar inter B bar. Ok, ça c'est la petite astuce quand vous avez des choses du type au moins quelque chose. Si c'est pas encore très clair pour vous, en fait, imaginez, si je tire une sacoche au hasard, il y a combien de mondes possibles? Il y a le monde où elle a aucun défaut,
Il y a le monde où elle a le défaut de coloration de cuir, mais pas le défaut de couture. Il y a le monde où c'est l'inverse, elle a juste le défaut de couture, mais pas celui de coloration. Et un dernier monde possible, c'est les deux défauts. On est d'accord, il n'y a pas d'autre monde possible. Donc en réalité, si vous voulez savoir la probabilité que je présente au moins l'un des deux défauts, eh bien il faut regarder tous les événements qui concordent. Donc en l'occurrence, ces trois-là. Là, ça fait bien apparaître que l'événement contraire, le seul monde qui ne correspond pas ici, c'est le monde où j'ai aucun défaut. Donc c'est bien A bar inter B bar. Ok. Et même chose avec la dernière question, on veut savoir la probabilité que la sacoche présente un seul défaut. Alors ça, on va se le mettre en orange. Un seul défaut, et bien quels sont les mondes possibles où la sacoche, elle n'a qu'un seul défaut. Ça, en réalité, il y a ce monde-là, où j'ai juste le défaut de coloration, et ce monde-là, où j'ai juste le défaut de couture. Donc il va falloir que j'additionne les deux probabilités ici. Et là, on remarque que ce ne sera pas forcément bénéfique de passer par l'événement contraire parce que j'ai deux mondes qui réalisent l'événement, donc deux mondes qui réalisent l'événement contraire. Bon, là, on va juste calculer la somme des probabilités de A inter B bar et A bar inter B. Allons-y, calculons et on aura terminé l'exercice. Pour la 1, on doit calculer P de A inter B. On sait que les événements sont indépendants. On a juste à faire la multiplication, le produit des deux probabilités de chaque événement. Donc P de A, je sais que c'est 2%, donc 0,02. Attention, pas 0,2, hein, ça c'est 20%. Multiplié par P de B, B c'est 10%, donc 0,1 ou 0,10. Mais bon, ce 0 là est inutile. On calcule et ça nous donne P de A inter B. Ça donne 0,002%, autrement dit 2 pour 1000. Bon, on est content, il y a très peu de sacoches qui auront les deux défauts. Aucun défaut, alors là c'est A bar inter B bar. Bon, bah, en l'occurrence, on peut se dire, ah zut, A et B étaient indépendants, donc j'ai pu faire P de A inter B égale P de A fois P de B, mais P de A bar inter B bar, je sais pas. L'avantage qu'on a, c'est que si A et B sont indépendants, eh bien A bar et B bar sont indépendants, A bar et B sont indépendants, et A et B bar sont indépendants. Effectivement, si deux événements sont indépendants, eh bien leurs contraires sont aussi indépendants. Quand on y pense, c'est assez logique. Si l'événement obtenir pile sur un lancer de pièces est indépendant de obtenir son baccalauréat, ce qui est assez logique, eh bien les contraires, obtenir face à la pièce et ne pas obtenir son baccalauréat, c'est tout à fait indépendant tout autant. Donc là, on peut donc calculer P de A bar multiplié par P de B bar. L'avantage, c'est que ce sont des valeurs que l'on connaît. Si P de A, c'est 0,02, P de A bar, ce sera 0,98, que je dois multiplier par P de B bar. P de B, c'était 10%, donc P de B bar, c'est 0,9. Je multiplie ces deux quantités et je trouve la valeur. On trouve en valeur exacte 0,882, à savoir 88,2%. Ça veut dire que quelqu'un qui achèterait une sacoche, il a 88,2% de chance que sa sacoche ne contienne aucun défaut. Pour le 3, ce que je vous aurais invité à faire, c'est de créer un événement C qui s'intitule au moins l'un des deux défauts. Comme ça, vous pouvez dire que probabilité de C, c'est égal à 1 moins P de C bar, ça c'est la formule avec les événements contraires, et C bar, ne pas obtenir au moins l'un des deux défauts, c'est tout simplement ne pas avoir de défaut. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est A bar inter B bar. Donc je calcule cette proba, vu qu'on l'a trouvé avant, ça fait 1 moins 0,882, et ça me donne la probabilité d'avoir au moins l'un des deux défauts. Et ça fait 0,118, ça veut dire qu'il y a 11,8% de chance que notre sacoche ait au moins un des deux défauts si on en achète une et qu'on la tire au hasard dans le magasin. Et donc pour que notre sacoche présente un seul défaut, on va additionner les probabilités quel est le défaut A et pas de B, et quel est le défaut B et pas de A. Autrement dit, on fait P de A inter B bar plus P de A bar inter B. Et comme tous les événements ici sont indépendants, ça va faire P de A fois P de B bar plus P de A bar fois P de B. Et là, ça va nous donner le résultat. Donc voilà, le calcul à effectuer. Donc P de A, c'était bien 2%, donc 0,02, fois P de B bar, 0,9, plus P de A bar, donc 0,98, multiplié par P de B, 0,1. On fait ce calcul et on trouve donc la réponse. Et on trouve 0,116. Ça veut dire qu'il y a 11,6% de chance que la sacoche présente un seul défaut. Donc vous voyez qu'entre un seul défaut et au moins l'un des deux défauts, la différence n'est pas énorme. On passe de 11,6% à 11,8%.
Et ça nous fait nous rendre compte de quelque chose. En réalité, ce 0,002 qu'il manque entre ce qu'on a trouvé là et ce qu'on a trouvé là, c'est cette valeur-là. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Eh bien, en réalité, oui. Ce qu'on a trouvé à la question 3, c'était probabilité d'obtenir au moins l'un des deux défauts. Ce qu'on a trouvé à la question 1, c'était probabilité d'obtenir les deux défauts. En réalité, si on refait un petit dessin avec les sacoches, on se rend compte en réalité qu'à la question 1, on a étudié le monde où on a les deux défauts, donc ça veut dire ce que j'ai entouré en vert foncé ici, la sacoche qui a les deux défauts. À la question 3, au moins l'un des deux défauts, pardon, ce que j'ai entouré en rose, donc le monde où j'ai le défaut A, le monde où j'ai le défaut B et le monde où j'ai les deux. Et en orange, en fait, ce qu'on cherche, c'est ce que j'ai entouré ici, c'est les deux sacoches où il n'y a qu'un seul des deux défauts. En réalité, on a juste à faire ce qu'on a trouvé en rose, moins ce qu'on a trouvé en vert, et ça nous aurait donné le bon résultat aussi. Donc voilà le lien en fait entre 0,118, 0,116 et 0,02. 0,116, c'était 0,118 moins 0,002. Et ça, en réalité, on aurait pu le justifier, même avec un petit dessin, en disant que c'est la probabilité d'un événement que je peux trouver en faisant la probabilité d'un autre événement moins la probabilité d'un autre événement. En fait, pour même faire un lien avec la géométrie, c'est exactement comme, imaginons sur un segment AB qui fait 10 cm, on vous dit qu'on place un point M à 2 cm de B et que ici on a X. Et bien en réalité pour trouver X, on n'a plus qu'à faire 10, donc AB, moins MB, donc 2, et on trouve 8 cm. Là en fait c'était le même principe. Pour trouver ce que j'ai là, je fais tout ça moins cette chose-là qu'il me manque. Pour vérifier que vous maîtrisez bien toutes ces notions, je vous propose donc de vous partager cette feuille à droite ici, j'évalue mes connaissances, avec un QCM puis un vrai ou faux. Vous pourrez essayer de le faire, on pourra voir la correction ensemble. En tout cas, là, c'est à vous de jouer. Je propose maintenant une petite correction de 3 exercices d'application, où là, on va essayer peut-être un petit peu de rédiger ou de faire certaines choses, voir tout simplement ce qui est attendu en fonction de la question, comme ça vous pourrez faire pareil. Premier exercice, alors on va voir l'énoncé. Une épidémie de grippe sévit dans une région. On estime qu'au bout d'une semaine, toute la population a été mise en contact avec le virus. L'épidémie s'éteint au bout de 5 semaines, bien heureusement, mais la probabilité de déclenchement de la maladie chez un individu quelconque mis en contact avec le virus, elle est estimée à 7%. Le virus atteint chaque personne de manière indépendante. D'accord. Avant même de lire les questions, à partir de l'énoncé, il faut déjà qu'on fasse le tri. C'est un gros pâté, l'énoncé, il faut que je vois, moi, probabiliste, qu'est-ce qui va m'intéresser. Donc moi, probabiliste, ce qui m'intéresse, c'est de savoir que la probabilité de déclenchement de la maladie, c'est 7%. Et de savoir que le virus, il atteint chaque personne de manière indépendante. Ça va être important pour moi comme critère. Alors, changement de question, parce que les questions initiales étaient plus sur la loi binomiale, donc c'est pas le topic de la vidéo. Pour travailler un petit peu sur ce qu'on vient de voir comme notion, première question, quelle est la probabilité qu'un frère et sa sœur soient tous les deux malades? Et deuxième question, quelle est la probabilité que le frère soit malade mais pas sa sœur? Alors là, on va utiliser évidemment l'indépendance des probabilités. Et pour la question 1, par exemple, on va nommer quand même nos événements. On va noter F, l'événement le frère tombe malade. Donc ça, c'est un seul événement. Et on va noter S, l'événement, la sœur tombe malade. À partir de là, on peut énoncer la probabilité que l'on cherche. On cherche la probabilité que les deux soient malades, ça veut dire P de F inter S. Alors l'avantage, comme les événements sont indépendants, le frère tombe malade de façon indépendante à sa sœur, eh bien on peut dire que c'est le produit des probabilités, P de F fois P de S. Et en réalité, la probabilité que le frère tombe malade, c'est la même que la probabilité que la sœur tombe malade, c'est 7%. On estime que le virus touche les personnes avec 7% de chance. Donc ici, on doit faire 0,07 fois 0,07, et ça en l'occurrence, ça va nous donner 0,0049. Donc il y a moins d'1% de chance que les deux tombent malades en même temps. Et pour la question 2, évidemment, on ne va pas renommer les événements. Une fois que vous les avez nommés une première fois dans l'exercice, c'est bon, c'est acté pour tout l'exercice. Donc là, la probabilité que le frère soit malade mais pas sa sœur, on peut directement dire qu'il s'agit de P de F inter S bar. Et ça, en l'occurrence, c'est P de F fois P de S bar. Ça, on peut le justifier car F et S, donc on ne l'a pas écrit en haut, hein, on aurait pu écrire car F et S sont indépendants.
Ici, on peut dire car f et s bar sont indépendants, étant donné que f et s sont indépendants. Mais bon, ça c'est un petit peu... ça peut devenir évident si on a quand même précisé question 1, on va le rajouter ici, que f et s sont indépendants. Donc pour passer de cette ligne à ça, cette probabilité à l'autre, on va dire quand même car f et s sont indépendants. Et si vous connaissez le symbole d'indépendance, vous pouvez aussi l'utiliser si vous êtes à l'aise. C'est quand on écrit f comme ça, s. Ça veut dire f et s sont indépendants. C'est pas au programme, mais si vous le connaissez, ça peut vous faire gagner un petit peu de temps. C'est comme perpendiculaire, mais avec une deuxième barre verticale. Terminons notre calcul, donc P de F c'est toujours 0,07. Par contre, P de S bar, la probabilité que la sœur soit pas malade, c'est 0,93. Et maintenant, j'ai plus qu'à calculer, et je trouve 0,0651. Et alors ça, c'est tout à fait logique, puisque si on voulait calculer par exemple la probabilité que le frère soit malade, ça, d'après les formules des probas totales, c'est P de F inter S plus P de F inter S bar. Alors évidemment, P de F, on le connaît déjà, on sait que c'est 0,07. Mais donc, on peut tout à fait trouver P de F inter S bar en vérifiant que P de F inter S, à savoir 0,0049, plus P de F inter S bar, donc 0,0651, ça donne bien 0,07. On aurait pu trouver ce nombre-là en faisant donc 0,07 moins 0,0049. Ça nous aurait donné le même résultat. Alors, rajoutons une deuxième partie à l'énoncé et quelques autres questions pour travailler bien les notions qu'on a vues jusque-là. Donc on rajoute, au lycée de la région, on donne les pourcentages suivants. Les élèves malades viennent quand même au lycée dans 8% des cas, et 88,7% des élèves ne sont pas malades et viennent au lycée. On note M l'événement être malade et L l'événement venir au lycée. Donc première question, traduire les pourcentages donnés à l'aide des notions de probabilité. Deuxième question, construire un arbre de proba et le compléter. Troisième, calculer probabilité de L. Et quatrième, calculer P de M sachant L bar. Alors faisons ça dans l'ordre. La première étape, ça va être de traduire les pourcentages qu'on a dans l'énoncé. Donc ici 8% et 83,7%. par les événements, ou plutôt les probabilités de quels événements tout simplement sont liés à ces pourcentages. Donc là par exemple, on nous dit que ces 8%, ça correspond aux élèves malades qui viennent quand même au lycée. Donc ça, vu qu'on part du principe que ce sont parmi les élèves malades qu'on va étudier le pourcentage de ceux qui viennent au lycée, ça, on peut déjà dire que c'est P de L sachant M, puisque je sais que les élèves malades sont ceux parmi lesquels je vais décider de faire mes statistiques, et j'étudie qu'il y a 8% parmi les élèves malades qui viennent au lycée. Autrement dit, parmi les élèves malades, donc sachant M, la probabilité d'aller au lycée, c'est 0,08, puisque les élèves malades, ils viennent quand même au lycée dans 8% des cas. Ensuite, l'autre pourcentage, 83,7, c'est 83,7% des élèves, donc des élèves, ça veut dire tous les élèves, et on dit, ils ne sont ni malades, et ils viennent quand même par contre au lycée. Donc comme ce pourcentage il a été fait sur tous les élèves, ça veut dire que c'est une probabilité d'intersection d'événements, C ne sont pas malades, donc M bar, et, intersection, viennent au lycée, donc et L. Et ça c'est 83,7%. Et pour le traduire donc en nombre décimal, c'est donc 0,837. Et voilà pour la question 1. Question 2, construire un arbre et le compléter. Alors évidemment là le plus logique ce serait de commencer par la probabilité d'être malade. Donc je vais commencer mon arbre par malade, pas malade. Ça, j'avais les données dans l'énoncé, la première partie de l'énoncé. Je suis malade à 7% de chance, donc 0,07 et 0,93. Ensuite, aller au lycée ou ne pas aller au lycée. Ça, c'est L bar. Et maintenant, ce que je sais, c'est que la probabilité d'aller au lycée, sachant que je suis malade, c'est 0,08. Je peux donc en déduire la probabilité de L bar, 0,92. Ensuite, P de M bar inter L, c'est 0,837. Donc ça, attention, ne le mettez surtout pas ici. Ça, c'est la proba conditionnelle. Nous, la proba qu'on vient de calculer, c'est M bar inter L, donc je la trouve ici. Ça veut dire que
là, P de M bar inter L, on a 0,837. Donc on peut noter juste directement ici au bon endroit 0,837. Hop, 0,837. Voilà. Maintenant, il faut compléter cet arbre. Alors, ici, ça va être plutôt facile. On fait le produit des probabilités sur les branches. Par contre, là, attention, effectivement, ça va être le même principe, sauf qu'au lieu de faire un produit, on va devoir faire un quotient. Je sais que ma probabilité 0,93 multipliée par cette probabilité donne 0,837. Donc pour trouver cette probabilité-là, je vais faire 0,837 sur 0,93 et ça va me donner P de L sachant M bar. Donc calculons ça pour voir ce que ça donne. Ça donne 0,9, donc on peut le mettre dans notre tableau. Et il faut compléter ici, si j'ai 0,9, je peux compléter ici 0,1, probabilité de L bar sachant M bar. Maintenant, l'avantage, c'est que j'ai toutes les probabilités dans mon tableau. Je peux trouver les probas des intersections. Voilà qui est fait, on a toutes nos probabilités. On ne nous a pas demandé d'arrondir au dixième, au centième ou quoi que ce soit. Donc on peut laisser les valeurs exactes ici. Question 3, calculer P de L. Alors pour calculer P de L, comme tout à l'heure, comme sur la fiche de cours, on va essayer de repérer où se situe L et voir à chaque fois les chemins où on est passé par L. Étant donné que ces chemins-là vont former une partition de notre univers, on peut tout à fait dire que P de L est en réalité P de M inter L plus P de M bar inter L. Et ça, on peut le dire d'après la formule des probabilités totales. Ou d'après le théorème des probabilités totales. Il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs et on trouve au final 0,8426, autrement dit 84,26%. Et ça correspond à la probabilité d'aller au lycée. Autrement dit, si on prend un élève au hasard, la probabilité qu'il aille au lycée, elle est de 0,8426, autrement dit 84,26%. Maintenant, question 4, on cherche P de M sachant L bar. Alors ça, c'est plus délicat, vu notre tableau, vu notre arbre de proba, on n'a pas tout à fait la valeur. Par contre, on va pouvoir la calculer grâce à la formule de Bayes. Donc si on connaît la formule de Bayes par cœur, on peut directement l'écrire et en disant d'après la formule de Bayes. Et si on ne la connaît pas, souvenez-vous, je vous ai rappelé qu'avec deux formules, on peut la retrouver. Donc, en effet, pour détailler un petit peu plus, si vous n'avez pas directement cette formule, ça ce sera notre deuxième étape. La première, c'est juste de traduire la formule des probas conditionnels en disant que c'est P de L bar inter M sur P de L bar. Et maintenant, vous devez juste savoir que P de A inter B, autrement dit ici, pour garder l'exemple L bar inter M, c'est pareil que P de M inter L bar, et c'est surtout pareil donc que P de M fois P de L bar, sachant M. Donc voilà comment on peut retrouver la formule de Bayes si besoin. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à remplacer par les valeurs, mais on remarque que P de L bar, on l'a pas. Mais bon, question d'avant, on a calculé P de L, on a trouvé 0,8426, donc pas de panique, on va pouvoir trouver P de L bar. P de L bar, par définition, les événements contraires, c'est 1 moins P de L. Donc si on remplace, ça fait 1 moins 0,8426. Donc au dénominateur, on a 0,1574, et maintenant, si on calcule, tout ça nous donne environ 0,41. Et maintenant, imaginez qu'on vous demande d'interpréter le résultat. Eh bien, on est en train de calculer la probabilité, sachant qu'un élève n'est pas venu au lycée, qu'il soit malade. Donc si on trouve comme valeur à peu près 41%, ça veut dire qu'il y a 41% de chances environ que si un élève ne soit pas venu au lycée, il soit quand même malade. Alors attendez, c'est ça. Sachant qu'il ne soit pas venu au lycée, il soit quand même malade. Donc ça veut dire inversement que je peux calculer la probabilité qu'un élève ne soit pas malade, sachant qu'il n'est pas venu au lycée. Ça, du coup, ce serait environ 60%. Et ça peut être utile si, par exemple, on remarque que l'élève n'avait pas de justificatif, et bien on peut se dire, tiens, il y a quand même 60% de chances qu'il ne soit pas venu alors qu'il n'est pas malade. On pourrait dire, par exemple, si un élève n'est pas venu au lycée, il y a environ 40% de chances qu'il soit
Malade. Alors, j'ai dit 40% au lieu de 41%, puisque en règle générale, on est d'accord que les statistiques, enfin, quand on donne des pourcentages, c'est plus agréable quand c'est des pourcentages ronds. Et 41, 40, vu que c'est assez similaire, on peut dire environ 40% de chance dans une interprétation. Alors, nouvel exercice. Emma habite une petite ville où il pleut en moyenne un jour sur 4. Lorsqu'il ne pleut pas, elle sort son chien avec une probabilité de 4 sur 5. Lorsqu'il pleut, elle sort son chien dans 10% des cas. Déterminez la probabilité qu'Emma sorte son chien un jour quelconque de la semaine. Première étape, on fait le tri dans l'énoncé. Ok, voilà qui est fait. Donc déjà, on remarque qu'il pleut un jour sur 4. S'il pleut pas, on sort le chien avec une probabilité de 4 cinquièmes. Et quand il pleut, on sort le chien dans 10% des cas. Ok, maintenant, il va falloir qu'on traduise les événements avec des lettres. Donc on peut dire par exemple soit les événements suivants, R, il pleut, et S, l'événement, Emma sort son chien. Alors pourquoi j'ai pas choisi P pour il pleut? Parce qu'après on aura du P de P, et effectivement, bon, ça peut nous perturber. Donc on va choisir R, comme rain en anglais pour la pluie ou n'importe, on aurait pu prendre A et B. L'important c'est d'avoir deux noms différents sous la forme de lettres. On traduit maintenant les informations qu'on a dans l'énoncé. Alors ce qu'on sait, c'est que la probabilité de R, c'est 1 sur 4, puisqu'il pleut un jour sur 4. La probabilité qu'elle sorte le chien, donc S, sachant qu'il pleut, puisque c'est lorsqu'il pleut, c'est 4 cinquièmes. Et la probabilité qu'Emma sorte son chien sachant qu'il ne pleut pas, donc P de S sachant R bar, c'est 10%, à savoir 0,1, à savoir 1 dixième. Je sais pas, mais comme on n'a que des fractions, peut-être que ça vaut le coup d'avoir toutes les probabilités sous la forme de fractions. Et maintenant, il faut quand même qu'on sache qu'est-ce qu'on a envie de trouver comme probabilité. Notre objectif, c'est de calculer la probabilité, ce que j'ai mis en vert, qu'Emma sorte son chien. Un jour quelconque de la semaine, ça veut dire n'importe quel jour. Autrement dit, on s'en fout du jour en question. Donc, on cherche juste probabilité de S. Quelle est la proba qu'elle sorte son chien? Eh bien ça, on a de la chance. D'après la formule des probas totales, c'est P de S inter R plus P de S inter R bar. Donc ça, on va dire d'après la formule des probabilités totales. Donc on va le préciser, d'après la formule des probabilités totales, qu'on peut appliquer, étant donné que R et R bar forment une partition de oméga. Oméga, c'est l'univers. Effectivement, hein, si vous prenez n'importe quel jour de la semaine, soit il pleut pas. C'est forcément l'un ou l'autre, et jamais les deux. Donc on a bien R ou R bar qui fait l'univers, oméga, soit il pleut pas. Et R inter R bar, c'est l'ensemble vide. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc on a bien une partition de oméga, on peut donc faire la formule des probabilités totales. Il ne reste plus qu'à calculer tout ça. On sait que P de S inter R, c'est P de R fois P de S sachant R, et P de S inter R bar, c'est P de R bar fois P de S sachant R bar. Et ça va être que des valeurs qu'on a. Effectivement, si on regarde bien, P de R, on l'a ici. P de S sachant R, on l'a juste là. Et P de S sachant R bar, il est juste ici. Alors vous allez peut-être vous dire, oui mais tiens, il manque P de R bar. Ben, en réalité, vu qu'on a P de R, on a P de R bar. C'est tout simplement 1 moins P de R, autrement dit 1 moins 1 quart, donc 3 quarts. Donc en réalité, on a toutes les cartes en main. Reste plus qu'à remplacer et calculer. Ça fait donc 1 quart fois 4 cinquièmes plus 3 quarts fois 1 dixième. On peut donc dire que ça fait 1 cinquième plus 3 sur 40. Je mets au même dénominateur pour additionner les fractions. Et je trouve 11 sur 40. Donc voilà, il y a un peu plus d'une chance sur 4 que Emma sorte son chien, puisque c'est P de S qu'on a calculé. Allez, dernier exercice pour cette partie-là. Cette fois-ci, on a un audioprothésiste qui compte parmi ses clients 75% de personnes de plus de 50 ans, et parmi celles-ci, 80% souffrent de problèmes d'audition aux deux oreilles, et ce taux, il chute à 40% parmi les clients de moins de 50 ans. On vous dit maintenant qu'un client ne souffre pas de problèmes auditifs aux deux oreilles, et on vous demande la probabilité qu'il soit âgé de plus de 50 ans. Première étape, faire le tri dans l'énoncé, parce que audioprothésiste, etc., il y aura plein de mots compliqués, un contexte, etc., dont on n'a pas forcément besoin. Alors voilà le tri qui est fait. Donc on vous dit que parmi les clients de notre audioprothésiste, il y a 75% de personnes qui ont plus de 50 ans. Parmi celles-ci, 80% qui ont les problèmes d'audition. Et parmi celles qui ont moins de 50 ans, on a 40% qui ont le problème d'audition. Maintenant, on va traduire tout ça avec des événements bien choisis. On va dire par exemple soit les événements suivants, l'événement C, avoir plus de 50 ans, et l'événement A, avoir un problème d'audition. Maintenant, il faut qu'on traduise les infos de l'énoncé.
Alors voilà ce qu'on a. La probabilité d'avoir plus de 50 ans, c'est 75%, donc 0,75. La probabilité d'avoir un problème d'audition, sachant que j'ai plus de 50 ans, c'est 0,8. Pourquoi? Parce que parmi les personnes de plus de 50 ans, 80% souffrent réellement du problème d'audition. Et maintenant, 40%, donc 0,4, c'est la probabilité d'avoir des problèmes d'audition, sachant que j'ai moins de 50 ans. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Quelle est la question dans l'exercice? On cherche la probabilité qu'un client qui ne souffre pas de problème auditif ait plus de 50 ans. Ça veut dire, sachant qu'il n'a pas de problème, quelle est la probabilité qu'il ait plus de 50 ans? Autrement dit, on cherche la probabilité qu'il ait plus de 50 ans, sachant qu'il n'a pas de problème auditif. Que vaut cette proba? Eh bien, pour la trouver, on peut faire un arbre, on peut faire ce qu'on veut, mais on peut surtout se dire, tiens, en utilisant la formule de Bayes, puisque j'ai quand même pas mal de probabilités avec l'événement C ou C bar dans la condition, dans la cause, souvenez-vous, cause-conséquence, si j'inverse conséquence et cause, je peux utiliser la formule de Bayes en me disant que ça va donner P de A bar sachant C multiplié par P de C sur P de A bar. Essayons de voir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, et comment trouver ce qu'on n'a pas. Alors, donc déjà, P de C entouré en orange, on l'a directement dans l'énoncé. P de A bar sachant C, ça on peut le déduire vu qu'on a P de A sachant C, qui vaut 0,8, et bien P de A bar sachant C, c'est l'événement contraire, c'est 0,2. Par contre, P de A bar, ça va être un peu plus compliqué, ce qu'on a au dénominateur. On peut utiliser les probas totales, dire que P de A bar, c'est P de A bar inter C plus P de A bar inter C bar, mais on a quand même des probabilités qui nous manquent pour l'instant. Alors faisons un petit arbre pour y voir un peu plus clair. Pour l'instant, on n'avait que ça. À partir de ça, on peut déjà compléter pas mal de choses. Par exemple, pour la branche C bar, on peut dire que c'est 0,25. Pour la branche A bar sachant C, on peut dire 0,2. Ici, la branche A bar sachant C bar, on peut dire 0,6. Et maintenant, en réalité, on a tout ce qu'il nous faut, puisque ça, on peut le trouver. Donc, puisqu'on peut le trouver, on pourra trouver P de A bar. Donc effectivement, P de A bar inter C, c'est la branche que j'ai mis en rose, et P de A bar inter C bar, c'est la branche que j'ai mis en verte, à savoir celle tout en bas de notre arbre. Après calcul, donc je rappelle que pour trouver la probabilité tout au bout d'une branche, on fait le produit des probabilités de chaque branche par lesquelles on est passé. On trouve ici 0,15, ici 0,15, donc en fait on peut dire que P de A bar, c'est la somme des deux, donc 0,3. Maintenant, on connaît donc aussi P de A bar dans ce quotient-là, on connaît toutes nos valeurs, on peut calculer et trouver le résultat. Ça donne donc 0,2 fois 0,75 sur 0,3, et ça en réalité c'est égal à 0,5 après calcul. Donc en fait il y a 50% de chance, sachant qu'il n'y a pas de problème auditif, que la personne elle ait plus de 50 ans. Et on peut aller plus loin, ça veut dire qu'il y a 50% de chance aussi que la personne elle ait moins de 50 ans, sachant qu'elle n'a pas de problème auditif. Puisqu'en réalité, P de C bar sachant A bar, c'est 1 moins P de C sachant A bar. Donc si ça vaut 50%, ça vaudra aussi 50%. Et ceci vient terminer cet exercice et clore cette première vidéo sur les probabilités discrètes.